à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Politique, l'émission proposée par Lyon Mac TV pour décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine. Et pour ce faire, autour de la table, nos experts. On commence avec l'ancienne élue lyonnaise Myriam Fogel-Jodidi. Bonjour Myriam. Bonjour. À vos côtés, le chercheur associé à Triangle, Romain Mels. Bonjour Romain. Bonjour Alexis. Et enfin, mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission Métropole Exit. À qui profiterait vraiment un divorce? Transformation de la rive droite du Rhône, des berges pour sauver le mandat de Grégory Doucet. Et puis Lyon penche pour Éric Piolle. Quelles conséquences pour nos élus s'ils ne remportent pas la primaire des écologistes? Rappelez-vous, avant les vacances d'été, plusieurs maires de la métropole de Lyon avaient donné une conférence de presse pour dire tout le mal qu'ils pensaient de la majorité écologiste. Et puis, une menace avait été brandie. Personne n'y croyait vraiment à l'époque. La menace de sortie de la métropole pour toutes ces communes qui sont essentiellement de droite et de centre-droit. Ces mêmes maires sont revenus à la charge cette semaine avec la parution d'une tribune et puis un plan un peu plus précis pour mener à bien leur métropole exit. Raphaël, on va commencer avec vous. C'est une vraie menace ou bien il s'agit davantage d'un énorme coup de pression pour rappeler au président de la métropole que son but, son rôle, avant tout, c'est de composer avec tout le monde? Je ne crois pas que ce soit une vraie menace, c'est effectivement un coup politique. On a une situation électorale qui est relativement simple. Le centre-ville, Lyon, et les grandes communes sont à gauche ou écologistes, et autour, c'est des communes de droite ou de centre-droit, globalement. Elles sont beaucoup plus nombreuses, donc ça fait 44 maires, oui, 45. Mais ils représentent moins de la moitié de la population de l'agglomération. Mais bon, ils défendent aussi leurs projets, leurs idées de manière différente et leur visibilité politique. Donc là, il y a une confrontation qui est à peu près normale politiquement, mais qui institutionnellement a été réglée par le dernier scrutin. Le mode de scrutin voulu par Gérard Collomb a créé une majorité. Avant, il n'y en avait pas. Avant, Gérard Collomb était obligé de négocier avec... on disait surtout pas les petits maires, on disait les maires des petites communes, qui un rond-point, qui une nouvelle route en échange d'un soutien à la métropole. Désormais, Bruno Bernard n'en a pas besoin, il a la majorité, il peut gérer un peu comme il l'entend. Donc c'est sans doute plus en fait ces maires qui auront besoin de la métropole pour mener à bien leur projet. Donc ce que pense la métropole, c'est que à la fin, ils viendront à la raison et ils reviendront discuter. Myriam, ce sont des maires qui sont avant tout de votre sensibilité politique. On voit bien qu'au final, leur commune, elle tourne, la métropole pense à eux, forcément pense à leur commune. Est-ce que ce mouvement qui est initié essentiellement par Philippe Cochet, qui est le maire de Caluire, et Alexandre Vincendet, qui est le maire de Rieux, est-ce qu'ils n'en font pas un peu des caisses ? Non, alors moi je ne suis pas d'accord avec votre analyse, pas du tout. Alors votre première question, c'est à qui profite le divorce? Ça, je n'en sais rien. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a une confiscation du pouvoir des communes et cette situation n'est pas acceptable. Vous avez des maires qui ne peuvent plus décider, vous avez des communes qui ne sont plus décisionnaires. Du coup, vous avez aussi des habitants qui ne sont plus entendus. Et ça, c'est du fait de la métropole et de son organisation, effectivement, telle qu'elle a été votée à l'époque. Mais cette situation n'est pas acceptable. Un maire doit rendre compte à ses habitants. Et vous ne pouvez pas avoir une gestion de la métropole par la majorité qui est autocratique, qui décrète des décisions qui ne sont même pas discutées avec les maires, puisque les maires sont en première ligne. Et les habitants, s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont voir leur maire, ils ne vont pas aller voir le président de la métropole. Donc non, la résistance qui s'organise des 45 maires, c'est une résistance, d'abord c'est une réponse à la manière autocratique, verticale et aveugle de la part de la gestion du président de la métropole. C'est une gestion des verts et des extrêmes. Et ça, cette situation... Vous êtes toujours élu, vous n'êtes pas ancien élu. Hein. Non, mais c'est une réalité. Et Philippe Cochet a raison. Il a raison lorsqu'il demande effectivement qu'une mission soit ouverte pour qu'on réfléchisse à cette organisation et qu'on revoie le fonctionnement. Il a raison de le faire et moi je le soutiens complètement. Alors non, même si je ne suis pas élue aujourd'hui, je trouve que ces convictions-là doivent être partagées. Parce que quand vous êtes en face... En même temps, il y a eu un vote, ils se sont présentés, ils ont perdu, les écologistes appuient leur programme, c'est pas non plus un scandale démocratique. Les électeurs à la métropole, désormais, c'est un scrutin direct, donc tous les électeurs de la métropole sont prononcés et une majorité s'est dégagée. C'est vrai que Myriam, vous étiez élue dans le premier arrondissement, vous étiez la seule élue d'opposition face à la maire Nathalie Perrin-Gilbert. Forcément, quand on est élu d'opposition, on fait des propositions, on travaille, on bosse, et puis finalement, on vous dit
tu nous embêtes avec tes dossiers, nous on fait notre projet. C'est le jeu démocratique. Non, alors justement, ça s'est jamais passé comme ça dans le premier arrondissement. Et, vous vous entendiez bien avec Nathalie Bergibert ? Non, mais on pouvait discuter des choses et on pouvait être entendu. Et d'ailleurs, ça a été le cas puisqu'on a fait cause commune et avec tous les élus contre la fermeture de l'école Lévi-Strauss. Et donc, sur des dossiers, quand c'est dans l'intérêt des habitants, heureusement qu'il y a des élus qui savent travailler ensemble. Aujourd'hui, le problème, c'est que Bruno Bernard ne travaille avec personne. Il décide seul. Mais enfin, il faut faire un cimetière. Et c'est dans l'intérêt de tous. Il faut bien le mettre quelque part, ce cimetière. Écoutez, justement, moi, j'aimerais bien qu'on pose la question aux habitants de Charlie, que ce cimetière... Mais parlons-en. Est-ce que c'est dans l'intérêt général des habitants de Charlie? Est-ce que c'est dans l'intérêt général des habitants de Charlie de voir un cimetière de 6 hectares s'implanter dans leur commune alors qu'il y a 4500 âmes? Pour le coup, évidemment. Mais pour l'intérêt général de Charlie... mais il n'y a pas que Charlie dans la planète. Non. Il y a 59 communes et ces gens vont mourir, vous savez. Il va bien falloir les mettre quelque part. Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment très indélicat de la part du président de la métropole quand il a parlé d'équipement. Voilà, il a répondu au maire de Charlie, j'ai bien besoin de mettre quelque part mes équipements. Et ben moi, j'aurais voulu qu'il parle un petit peu plus décemment de ces personnes parce que c'est quand même les gens qu'on aime, qu'on va enterrer quelque part. Oui, vous avez raison, il faut les enterrer quelque part. On peut pas, il n'y a plus la place. Vous voyez. Voilà, je pense que dans la politique, c'est pas contre. C'est jamais contre et c'est toujours pour et pour les habitants. Mais là, Myriam, je me permets, je vous parie des dollars contre des biscuits, que si vous demandez à chaque commune s'ils veulent bien du cimetière, il y aura 0% d'approbation. Mais moi, je pense que les choses se discutent. Non, je suis pas sûr. Parce qu'en plus, au départ, ils étaient d'accord. Ils ont changé d'avis, ils ont bien le Ils ont droit. changé 3 fois de maire. Mais les habitants ne sont pas d'accord. Personne n'est d'accord pour avoir un cimetière ça fait sous quand ses même fenêtres. moins de bruit que si on fait une autoroute ou un... En fait, les habitants sont d'accord pour avoir plus de transports en commun. Pour avoir plus de transports en commun, il faut des choses à desservir. Si vous mettez un cimetière, c'est quand même et ben voilà, par exemple, le téléphérique, il faut bien le faire passer, ce téléphérique. Ah oui, vous trouvez? Bien sûr que non. Mais il faut faire passer le téléphérique pour l'ensemble. Mais il y a d'autres solutions de transport que de mettre un téléphérique. Mais bien sûr que non. De toute façon, la façon là qu'on dénonce, c'est... Vous dénoncez. Nous, on est très réservés. Je dénonce voilà, avec mes camarades, avec ces 45 maires, c'est une façon autocratique de gérer sa collectivité. Et ça, ce n'est pas possible. Quand vous êtes élu en fonction, vous devez travailler, et même avec les élus qui sont dans l'opposition. Vous ne pouvez pas imposer. Et de toute façon, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, je pense qu'il peut y avoir un vrai divorce. Il peut y avoir il y a une mission qui est demandée, et il y a une réflexion très profonde sur les instances. Parce que la métropole, telle qu'elle est décidée, ou telle qu'elle a été conçue, ne peut pas fonctionner dans la durée. Les maires doivent être entendus. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et là, il y a vraiment une confiscation de leur pouvoir. Et ça, ce n'est pas une situation qui peut être tolérée. Ce que je disais juste, c'est que c'est une loi qui a été votée par la droite et proposée par Gérard Collomb. Non, pas du tout. Si, elle a été adoptée au Sénat. C'est une association entre Michel Mercier et Gérard Collomb, avec une approbation du Sénat. Philippe Cochet a toujours voté contre. Et en tant que député, il a voté contre, il n'était pas d'accord. Donc non, oui, à l'époque... On est obligé de faire passer des lois, parfois, malgré l'avis de Philippe Cochet. Vous comprenez bien que la souveraineté française ne s'arrête pas uniquement à l'avis de Philippe Cochet. Non, mais c'était notre représentant. Il a très bien porté ses arguments et il a eu raison de le faire, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a un blocage. Et la métropole, elle ne doit pas se bloquer, elle doit pouvoir fonctionner. Et pour fonctionner, il faut travailler ensemble. Et c'est vrai que ça illustre, ça a pu fonctionner peut-être précédemment avec les autres dirigeants, mais la manière dont fonctionnent les Verts, c'est-à-dire de façon verticale, aveugle, sans jamais poser la question et informer les maires, c'est une façon qui ne peut pas fonctionner dans la durée. Et ça illustre tout à fait leur méthode. Et c'est une méthode qu'on dénonce. Romain, de manière un peu plus posée, si on parlait de Bruno Bernard, parce qu'aujourd'hui, il y a le feu dans la cuisine. Aveugle et autocrate, je vous rappelle. Il y a le feu dans la cuisine et on ne l'entend pas. Ce mutisme, c'est un peu dérangeant, non, par rapport à la situation? Enfin, il a dit, c'est bon,
c'est pas à lui de s'opposer, de montrer qu'il n'est pas autocrate et qu'il n'est pas aveugle. Il discute évidemment avec les maires. Vous pensez bien que le maire de Charly, quand on a dit, bon écoutez, on a étudié trois possibilités, 3 sites pour faire ce cimetière, Irénie, vous, tout ça, et la presse et tout le monde en a été au courant après le maire de Charly. Donc l'idée de dire qu'il déciderait tout sans jamais parler au maire, ça n'a pas de réalité concrète. Donc il ne va pas jeter de l'huile sur le feu en disant « Ah, mais si, je vous écoute » et tout ça. Bon, après, par exemple, au Sénat, Étienne Blanc, il n'y a pas 3 mois, en douce, il a déposé un amendement qui visait à faire rétrograder la métropole en collectivité territoriale traditionnelle. Oui. Et donc voilà, et évidemment, Thomas Dossus, qui était au Sénat à ce moment-là, lui dit « Mais si c'était François-Noël Buffet qui avait gagné, est-ce que vous déposeriez ce même amendement pour retirer ?» Alors après, là où quand même, je trouve qu'il y a un problème, c'est que pourquoi est-ce que la métropole de Lyon est la seule métropole en France ? Qu'est-ce qui fait que les Lyonnais aient le droit de voter directement pour leur communauté de communes, communauté d'agglomération ? Ça paraît effectivement complètement fou. Mais enfin... Dire que dans le quotidien ça ne fonctionne pas, il y a de l'intérêt général des 59 communes, il faut faire passer un tramway, et ben forcément ça prend de l'espace sur une des communes, ou 2 ou 3 ou 4 communes. Ça n'empêche que ça reste de l'intérêt général. Allez, pour être totalement complet sur le sujet, il convient de vous préciser que pour sortir de la métropole, il ne suffira pas de claquer des doigts. Il y a 2 solutions. La première, c'est un accord tripartite entre la commune, la métropole et le département du Rhône, qui doit être ensuite entériné par le Conseil d'État. Et puis la seconde, c'est qu'un député ou un sénateur porte un projet de loi, comme l'avait fait Gérard Collomb, pour modifier la composition de la collectivité. C'est plutôt vers ça que tendent les maires frondeurs aujourd'hui, puisqu'on l'a dit, ils réclament une mission parlementaire. Donc vous l'aurez compris, ce sont 2 chemins qui sont longs, qui sont sinueux. On peut penser, en plus, Raphaël, qu'à l'approche de l'élection présidentielle, le gouvernement est complètement autre chose à faire que de gérer le cas de la métropole. Donc on n'y est pas encore à ce divorce de toute manière. Ah oui, non, je pense qu'on est assez loin du divorce. Après, c'est une situation politique qui est difficilement soluble. Parce qu'il y a des échéances électorales qui arrivent derrière et que s'oppose une majorité écologiste avec une minorité de droite qui n'auront pas de moyens de s'entendre en fait. On n'imagine pas qu'ils se présentent ensemble aux prochaines élections. Moi, Collomb avait cet argument-là. Quand il discutait avec les maires de l'Ouest lyonnais, il pouvait dire la prochaine fois, on se présente ensemble, je vous soutiens. Donc il pouvait créer des vraies alliances avec ces maires. Là, non, il n'y aura pas de... on sait très bien qu'aux prochaines municipales, les écologistes, s'ils le peuvent, présenteront des candidats contre ces maires. Donc ils ne s'entendront pas. Donc je pense que pendant tout le mandat, on aura cette ritournelle. Les écologistes ne consultent pas, ne prennent pas en compte les maires, puisqu'ils n'ont pas intérêt à dire autre chose. Mais au-delà de ça, je suis désolée, il humilie les maires, il les méprise. Et ça, c'est une façon de travailler qui ne peut pas fonctionner dans la durée. Il n'est pas très méprisant quand même. Hein. Vous trouvez ? Ouais. Ah bon ? De ne pas envoyer les dossiers Ouais, ça, c'est méprisant. Allez, je vous propose de passer à notre deuxième sujet, puisqu'on a passé pas mal de temps sur celui-ci. Deuxième sujet qui nous intéresse donc, Lyon-Max se faisait l'écho en début de mois de l'absence de projets pour nos fleuves, le Rhône, la Saône, qui sont un peu laissés à l'abandon depuis des années. Et voilà que Grégory Doucet sort cette semaine de son chapeau un grand projet de transformation de la rive droite du Rhône. Alors la rive droite, pour ceux qui ça parle pas vraiment, c'est celle qui est en face des berges, c'est-à-dire la rive qui part de la M7 à la Confluence, qui remonte le long de l'Hôtel-Dieu jusqu'à l'Opéra, le tunnel de la Croix-Rousse et puis le cours d'Herbouville. C'est un projet qui est titanesque, sur 2, voire 3 mandats, plus de 100 millions d'euros. Romain, on a l'impression que le maire veut reproduire la recette Gérard Collomb, dont on dit souvent sur ce plateau qu'il a été finalement réélu grâce aux berges du Rhône. Oui, enfin, je ne sais pas s'il veut... Mais effectivement, on voit qu'il y a quelque chose... Et ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, quand on se souvient des dernières municipales et métropolitaines, je me souviens très bien de Bruno Bernard disant tout le monde a un projet sur le Rhône, mais pas nous. Oui. C'est vrai que tout le monde avait un projet de faire des navettes, des machins. Et donc, c'est un peu paradoxal qu'aujourd'hui, effectivement... Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bruno Bernard disait ça, mais le communiqué de presse, c'est un communiqué de presse qui est signé à la fois de Grégory Doucet et de la métropole. Voilà. Et je ne me souviens pas de ça, mais d'un cas équivalent. Donc, on voit le fait qu'ils essayent de montrer leur synergie sur ce dossier-là. L'autre aspect, c'est aussi, vous savez, la question de la personnalité juridique du Rhône. Il y a une association suisse qui cherche à donner une personnalité juridique au Rhône qui permettrait d'aller en justice plus facilement. Pour protéger sa biodiversité. Voilà, pour protéger sa biodiversité. Et Bruno Bernard et Grégory Doucet soutiennent cette initiative. Donc on voit effectivement bien qu'ils ont quelque chose qui les fédère tous les deux, alors que ce n'est pas toujours le cas, et que le Rhône, c'est quelque chose qui dépasse les 2,5 km dont vous venez de parler, et qui, dans l'imaginaire vert, parle.
Myriam, Romain faisait justement remarquer qu'effectivement, autant des municipales, tous les candidats ou presque avaient des projets forts pour le Rhône. Vous étiez dans l'équipe d'Étienne Blanc, le candidat républicain, qui avait, on se souvient, une idée de grands blocs un peu vitrés pour faire des promenades sur le Rhône. Là, forcément, on vous parle de ce projet. Vous le soutenez, c'est super, non? Alors, c'est vrai, nous avions proposé avec Étienne Blanc un très beau projet de requalification des quais qui allait de Perrache à l'Opéra. Donc ce réménagement, je constate effectivement que les Verts reprennent cette idée de requalification des quais, mais ça ne doit pas être un prétexte pour, encore une fois, chercher à chasser les voitures de la ville. Parce que lorsqu'on regarde dans le détail ce que propose Grégory Doucet, il propose de mettre un tram qui va partir de la rue Servian, traverser le pont Wilson, longer le long du quai en face de l'Hôtel-Dieu pour finir sur la place Antonin-Poncet. Et quand on regarde ce projet-là, il va avoir donc une voie de tram. Ensuite, il nous explique qu'il va mettre 4 mètres de large de piste cyclable. Alors, qu'est-ce qui va rester comme place à la voiture? Mais ça va être extrêmement faible. Il nous a parlé de 2 fois 2 voies. Alors, en plus, si on met sur une des voies la voie de bus et de taxi, il ne va pas rester grand-chose. Il va rester une voie de voiture. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce projet. Si la stratégie de Doucet, c'est de chasser les voitures de la ville, de chasser les familles qui se déplacent en voiture, de chasser les Lyonnais qui travaillent, qui se déplacent pour leur travail en voiture ou pour leurs activités, ou chasser encore les artisans qui ont besoin de leur camionnette. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ce projet. Alors, sur une partie de ce que vous dites, il est assez transparent. Effectivement, les voitures, c'est pas son dada, et c'est l'objectif, effectivement, d'apaiser la circulation en proposant davantage de promenades. Raphaël, le parallèle avec Gérard Collomb, vous le dites souvent qu'à l'époque, il avait eu une forte opposition parce que personne ne voulait toucher au parking qui était sur les berges et qu'il a fait sauter au profit de promenades. Là, ça pourrait être un peu la même chose, et au final, dans 20 ans, tout le monde sera content de les avoir, ces rives. Oui, c'est marrant parce que les arguments, on a l'impression d'entendre Dominique Perben contre les berges du Rhône, effectivement, à l'époque, où il disait mais c'est un scandale, il faut garder des voitures, il faut garder un peu de parking, sinon les gens ne pourront pas se garer. Et heureusement que Gérard Collomb n'a pas écouté Dominique Perben à l'époque et a fait les berges comme ça, parce que je pense qu'effectivement, s'il avait écouté Perben, il n'aurait pas été élu. Ce que les Lyonnais ont apprécié, c'était que ces berges retrouvent leur usage pour les piétons, pour les vélos. Quand on les utilise aujourd'hui, imaginez que la moitié soit réservée avec des voitures, vous voyez bien tout de suite que ça ne marchait pas. Donc il a fallu un peu de courage pour le faire, et ça a été effectivement un déclencheur de la réélection de Gérard Collomb. Là, je pense que quand même que pour les écologistes, j'espère pour eux qu'ils ont d'autres choses pour se faire réélire, parce que c'est autrement plus compliqué. De l'autre côté du Rhône, c'est pas un parking tout du long où il suffit d'enlever le béton et mettre de la verre, ou mettre autre chose. C'est pas juste une requalification, puisqu'il faut reconstruire, recréer des continuités, enlever des voitures. Et donc ils l'ont annoncé, c'est un projet sur 2 ou 3 mandats. Oui, avec début des travaux en 2025, donc on a le temps de voir venir. On aura peut-être un petit bout à la fin du mandat aux élections. On aura surtout les travaux et les chantiers et des embouteillages. Et souvenez-vous d'ailleurs pour Collomb, les berges du Rhône c'était plutôt un projet facile à faire techniquement, mais il n'a pu les finir avant la fin du mandat que parce que les municipales ont été repoussées d'1 an. S'il ne gagne pas 1 an de bonus d'élection, il arrive aux élections municipales en plein chantier. Et ça ne fait pas le même effet, évidemment, pour les municipales. C'est pour ça qu'on a dit que ça l'avait fait gagner. Là, non, je pense que les écologistes sont quand même attendus sur une politique, contrairement à ce que vous dites, mais c'est normal, chacun un peu dans sa position. Eux, ils sont engagés pour limiter, leur projet, c'est de limiter la voiture en ville. S'ils ne le font pas sérieusement et qu'à la fin du mandat, il y a toujours autant de voitures sur les quais du Rhône, là, je pense que pour les électeurs pourraient leur en vouloir. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, parce qu'en fait, on n'est pas du tout sur le même projet lorsque vous regardez ce qui a été fait par Collomb et ce projet sur la requalification des quais. Parce que comme vous le disiez vous-même, ce n'est pas un parking. Voilà. Donc on n'est pas en train de retirer un parking pour faire un aménagement esthétique, végétalisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le projet d'Étienne Blanc, nous avions plutôt proposé des éléments flottants sur le fleuve pour justement gagner et permettre de faire des activités,
Une sorte de grand paddle, vous voulez faire? On garde l'autoroute et on met les... Non, Une sorte de paddle géant? Un paddle géant, non, évidemment, techniquement, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais dans l'esprit, effectivement... Mais on garde l'autoroute urbaine, ce qui est votre projet. Mais qu'on réduise la voiture en ville, tout le monde est d'accord. Mais quand on supprime toutes les voies pour en laisser qu'une seule, moi, je vous invite à prendre... Moi, je n'ai pas de voiture à titre personnel, mais je me déplace pour mon travail et j'ai une voiture de service. Et quand vous faites déjà cet axe nord-sud, cet axe est embouteillé toute la journée. Il n'y a pas un moment dans la journée où il n'est pas embouteillé. Et demain, si vous réduisez et vous supprimez toutes les voies et que vous n'en avez qu'une seule, la vie des gens qui sont en voiture, et il y en a. Vous avez des personnes qui sont handicapées, vous avez des personnes âgées, vous avez des familles avec des enfants qui amènent les enfants à des activités, vous avez des personnes qui travaillent. Mais demain, vous ne pourrez plus faire venir un artisan. Si un artisan ne peut pas venir dans Lyon, se garer, mais 3/4 d'heure pour faire 1 kilomètre, vous n'aurez plus de peintre, vous n'aurez plus d'électricien, vous n'aurez plus de plombier. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez des secteurs comme le 1er arrondissement, vous avez beaucoup d'artisans qui ne veulent plus venir, qui ne viennent même plus vous faire un devis. Vous savez, ils ont des vélos cargo, ils sont incroyables. Mais bien sûr, avec le vélo cargo et la plaque de placo qui fait 2 mètres de long et 1 mètre de large, mais c'est irréaliste. Mais ça, c'est pas des plombiers. Là, les plombiers, il n'a pas besoin d'une plaque de placo. Il vient avec un petit tube. Ils ont des tubes de cuivre qui font des longueurs. Mais quand vous avez une fuite, vous n'avez pas besoin de 15 tonnes de linéaires. Détrompez-vous. Vous savez que beaucoup de villes dans le monde ont supprimé la voiture en centre-ville et s'en portent encore bien mieux, y compris Londres depuis longtemps. Il faut être réaliste. À Londres, depuis longtemps, il y a un péage urbain qui fait qu'il y a très peu de voitures en centre-ville. Ma sœur habite Londres et je peux vous assurer que la circulation et ça se passe. C'est pas au centre-ville le problème. Bien sûr qu'il y a de la circulation en centre-ville. J'ai le plaisir d'aller à Londres une fois par an et je vous assure que ça roule. Mais même dans les pays scandinaves, ça roule. Vous ne chassez pas la voiture. Quand vous allez à Helsinki, il y a des voies de voiture. Et ce qu'il faut, c'est pas opposer les gens. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument chercher, pourquoi est-ce que Doucet cherche à opposer les propriétaires de voitures des propriétaires de vélos? C'est ça qui ne fonctionne pas en fait. Moi, je ne pense qu'il ne faut pas aborder ces sujets-là de façon dogmatique. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, s'il y a une volonté de réduire la voiture, il faut quand même penser à ceux qui en ont besoin. Il va en rester des voitures. Quand vous dites opposer, il faut juste moins de place pour les voitures. Personne n'oppose rien à personne. Mais de passer à 2 fois 4 voies à une fois une voie... c'est ce qu'on appelle un peu moins de place pour les voitures. Moi, j'appelle ça terriblement. Et j'appelle ça chasser, effectivement. C'est une volonté, une stratégie de chasser les gens qui ont les voitures de Lyon. Voilà. Et ça, je ne serais pas d'accord avec cette politique. Je défendrai... La voiture. Je ne défendrai pas la voiture. Je défendrai le fait qu'il y a des modes de fonctionnement, de circulation différents et ces modes sont complémentaires. Après, c'est un débat qu'il y a eu aux dernières municipales et qui a été tranché assez massivement par les électeurs lyonnais. Moins de voitures. Je ne suis pas sûre ils ont demandé moins de voitures, ils ne demandent pas plus de voitures. Mais on n'a pas demandé la suppression. 80% de l'espace urbain est réservé aux voitures. La majorité des habitants du centre-ville n'ont pas de voiture ou circulent sans voiture. Ils ont demandé assez logiquement qu'il y ait moins d'espace pour la voiture. Donc que les écologistes le fassent, on peut difficilement dire que c'est un scandale, on peut être contre, mais ils ont été élus pour ça. Donc, oui, c'est ça. S'ils rajoutaient une voie pour les voitures, là on se dirait non, mais là, on serait surpris quand même. Là quand même, c'est un scandale. Non, c'est... Là vous seriez content. Il passerait à 2 fois... Tout est une question d'équilibre. Voilà. Je pense qu'il y a une question d'équilibre. Plus de vélos cargo, moins de voitures. Il y a une question d'équilibre. Et encore une fois, la politique, vous ne pouvez pas être dans l'opposition des volontés des habitants. Je pense que le but du politique, ou son objectif, en tout cas ce qui devrait être son objectif, c'est de rassembler les gens. Oui, l'équilibre, c'était les berges du Rhône, garder une voie pour les voitures et mettre les vélos à côté et mettre les piétons. Et puis, il aurait fallu finir dans le Rhône. Je m'interroge sur l'utilité de ce tram. Je m'interroge parce que de la Part-Dieu jusqu'à Bellecour, vous avez déjà le métro, vous avez un bus. Pourquoi une voie de tram? Si ce n'est que de supprimer une volonté de supprimer les voies de voiture, il n'y a aucune justification. C'est un investissement extrêmement lourd et je ne vois pas vraiment l'utilité. Je pense qu'en plus, ça sera infernal de réaliser ces travaux. Là où je vous rejoins, c'est que je n'ai jamais compris l'argument des écologistes de dire qu'il faut mettre des tramways pour retirer de la place aux voitures. Non, on peut aussi, comme ils l'ont fait sur les berges, retirer de la place aux voitures pour mettre de la place pour les piétons. Très bien. Et on n'est pas obligé de mettre un tramway pour enlever de la place aux voitures. Est-ce que ça fonctionne, la piétonisation Cours Charlemagne?
Pas trop, mais c'est un autre sujet. Bon, et de toute manière, sur cet équilibre sur les quais, ils ont encore le temps, hein, on l'a dit, pas de travaux avant 2025 et puis potentiellement des travaux sur plusieurs mandats. Passons donc au troisième sujet, on parle encore et toujours des écologistes puisqu'ils votent cette semaine. 5 candidats qui se font face dans une primaire ouverte en vue de la présidentielle 2022. Et puis concrètement, c'est Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui récolte le plus de soutien à Lyon chez les élus importants, sauf que les sondages pour le moment ne sont pas très bons pour lui. Raphaël, si Yannick Jadot l'emporte demain, lui qui a une ligne qui est somme toute assez éloignée, en tout cas dans sa personnalité, de celle d'Éric Piolle, est-ce que ça peut avoir des répercussions pour la suite de la campagne à Lyon ? Alors d'abord, les sondages, on n'en sait rien. Parce que, honnêtement, c'est une primaire des écologistes qu'on ne peut pas lire, parce que les sondages regardent un corps électoral qui serait les sympathisants écologistes, oui. Mais il y a 120 000 inscrits, et personne ne sait qui sont ces 120 000 inscrits. C'est beaucoup plus que les militants habituels, c'est beaucoup moins que leur potentiel d'électorat. Ils sont arrivés, ces 120 000 inscrits, essentiellement après les débats. Et donc, ils ont été convaincus par quelqu'un, mais on ne sait pas qui, peut-être un peu par tout le monde. Mais pour avoir discuté avec pas mal d'écologistes cette semaine, dans tous les camps, je peux vous assurer qu'ils ne savent pas du tout ce qui va se passer dimanche. Donc, ça peut être aussi bien Jadot que ça pourrait être une surprise comme Rousseau, qui a bien mobilisé les réseaux féministes. Du côté de Piolle, effectivement, ils sont un peu moins optimistes, parce qu'ils avaient la base militante. La base des élus, effectivement, c'était eux les mieux implantés dans le parti. Mais là, ils sont face à un corps électoral qu'ils ne connaissent pas et ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Myriam, j'imagine que vous ne votez pas pour cette primaire. Non, mais vous pouvez nous parler de l'exercice électoral, puisque ça, vous le connaissez dans votre famille. Et moi, j'aimerais que vous répondiez à cette question, parce qu'à chaque fois, on nous fait croire qu'on se déchire un petit peu au moment des débats, et puis après, on se retrouve tous derrière l'homme ou la femme providentielle qui a gagné cette primaire. Mais est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce qu'après avoir s'être soumis au débat des idées, des opinions, avec potentiellement quelques échauffourées, on arrive vraiment à se ranger derrière un candidat qui n'est pas le sien, même s'il partage forcément une grande partie des idées. Alors pour revenir à votre première question, est-ce que cette primaire me regarde ? Non, c'est évidemment une primaire qui concerne... Elle est ouverte, vous avez la possibilité de voter. Hein. Non, et ça ne me regarde pas, et leur résultat m'importe assez peu en fait. Non, la question... est-ce qu'on arrive à se rassembler ? Ça dépend, j'imagine, des familles politiques. Est-ce que la primaire est dans l'ADN du parti LR ? Non, évidemment que ce n'est pas dans notre ADN. Je ne suis pas sûre que... Pourtant, vous êtes ceux qui en font le plus, presque. Hein. Ah non, pas du tout. Ah bon ? Non, on ne fait pas le plus de primaires. Non, ce n'est pas dans l'ADN du parti. Donc le fait qu'il y en ait une là cette année, ça vous plaît pas trop ? Attendez de voir les choses. La question est posée, on aura le résultat dans quelques semaines. Et moi, personnellement, je ne suis pas favorable à des primaires parce qu'effectivement, comme vous le disiez très justement, on ne sait pas qui va voter. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque les primaires sont ouvertes, et si elles sont fermées, elles ne regardent qu'une partie de la population, donc ce n'est pas non plus une vision globale. Et je pense que quand il y a un vote pour le choix d'un président qui va présider tout le pays, il faut que ce soit ouvert. Mais quand c'est ouvert, on ne sait pas non plus qui va participer, donc il peut avoir des résultats complètement faussés. Moi, je ne suis pas favorable aux primaires, en tout cas en ce qui concerne les LR. Voilà, je ne voterai pas pour ce système. Romain, si je pose cette question, au final, c'est pour savoir si Lyon va avoir un rôle à jouer dans cette présidentielle, l'histoire qu'on s'occupe un petit peu les prochains mois. Concrètement, si Yannick Jadot gagne demain, ça risque d'être un peu moins drôle compte tenu de tous les élus lyonnais qui soutiennent actuellement Éric Piolle. Ou Sandrine Rousseau, hein, je dis Yannick Jadot. Mais Oui, mais Grégory Doucet, il était sur la liste aux européennes de Yannick Jadot en 2019. On pourrait se dire que si c'est Yannick Jadot, ils ont déjà fait une campagne ensemble. Mais ce que je trouve amusant, c'est que Bruno Bernard et Grégory Doucet aient officiellement dit qu'ils ne disaient pas quel était leur candidat privilégié. Et ça montre combien, contrairement à ce que vous avez tendance à dire, en disant que ce sont des gens extrémistes, aveugles et tout ça, des militants, ils sont devenus tellement, ils incarnent tellement leur mission de service public, de premier magistrat ou de président de la métropole, qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas à donner leur sentiment en tant que militants. Ils n'ont pas envie de se mouiller dans une campagne alors qu'ils se disent que le prochain président de la République ne sera pas écologique. Ou de se griller auprès de celui qui va gagner. Mais ça veut dire alors qu'ils considèrent qu'ils ne sont plus militants, parce que n'importe quel militant est prêt à faire ça. Et quand vous êtes sénateur, Grégory Doucet, les sénateurs, et ben ça n'empêche pas de dire Thomas.
Dessus. Pardon, Thomas Doucet. Dessus. Thomas Doucet n'existe Non. pas, Grégory Dossus non plus. Mais Thomas Dossou, il est sénateur, ça ne l'empêche pas de dire pour les sénateurs, c'est... En tout cas, c'est bien, du coup, s'ils ont compris qu'ils étaient élus et plus 100% militants. Alors, moi, je ne sais pas si on peut dire que c'est bien. Enfin, je trouve que c'est très différent du portrait que la droite fait d'eux, dans des idéologues fous et tout ça. Alors que s'ils étaient des idéologues fous, ils se ficheraient bien de savoir s'ils sont maires et présidents de la métropole, et ils diraient demain, l'écologie, ça compte, et on doit avoir un président, et on soutient à mort notre candidat. Or, c'est pas du tout ce qu'ils font. Ils disent non, nous allons prendre la législation avec ça. Donc, où est la militance là-dedans? Non, mais le sujet n'est pas là, en fait. Le sujet, en fait, c'est quelle est leur politique et quelle est la politique qu'ils mènent au quotidien. Quand vous regardez Piolle, je suis désolée, c'est un révolutionnaire. Il est très violent dans ses prises de position à Grenoble. Piolle est un tenant de la décroissance. Oui, bien sûr, c'est un tenant de la décroissance. C'est un tenant de la décroissance. Alors quand vous avez... Il ne l'assume pas, il ne dit pas ça. C'est un tenant de la décroissance. Il est pour la diminution du poids de l'économie. Donc moi, je pense qu'effectivement, de voir qu'il y a des militants lyonnais qui soutiennent Piolle, ça veut dire qu'une seule chose, c'est que les militants lyonnais et les élus lyonnais qui soutiennent Piolle, ce sont des gens qui ne sont pas modérés. Ils n'ont pas une position vert modérée. Ce sont des gens qui sont dans les extrêmes. Et c'est ça que je constate, c'est que les élus à Lyon, les élus verts à Lyon, les militants verts à Lyon sont dans les extrêmes. Mais enfin, on dirait qu'après 8 ans passés à Grenoble, vous voyez, à Grenoble, les gens s'habillent en peau de bête et ne mangent plus jamais de viande. D'après ce que vous dites, là, Éric Piolle a transformé cette ville en une espèce d'océan vert dans lequel plus aucune activité économique n'est possible. Il a été cadre pendant 20 ans chez HP. Enfin, on imagine mal que ça soit Che Guevara, Éric Piolle. Il a l'air d'être extrêmement posé, extrêmement... Et simplement, il a un agenda qui est de dire, effectivement, il faut qu'on fasse attention parce qu'on est en train de brûler la planète. Mais c'est quand même pas un Fidel Castro. Bon, Romain, on termine là-dessus. Je vous propose cette semaine de faire une petite sortie scolaire à Grenoble. On ira voir ce qu'il en est. Notre émission s'achève. J'espère qu'on aura pu vous apporter un éclairage intéressant sur ces événements. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.